Ladies and gentlemen, bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Bassong aka Baby Bass et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagné de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Facci aka Ricky Friandise et de Quentin Westberg aka Q l'américain. Ballon Main Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire, l'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go! Le ballon, les mains, le corps. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, Main, Corps, saison 2. Saison 2, on l'a annoncé. On est là, on prend pas de vacances. D'accord? On est d'accord. Friandise, la réunion de famille hebdomadaire. Q l'américain. Les frérots, comment ça va? On prend pas de vacances, mais moi j'ai pris des vacances, mon gars. Mais toi, tu prends des vacances, mais BMC ne prend pas de vacances. C'est bon, t'inquiète pas. Hein. Mes vacances de juillet, août, au calme, mon gars. Tranquille. Non, mais ça va, on est de retour. Comme tu as dit, saison 2. Nouveau contenu, nouvelle donne. Mais après, la transmission, elle change pas. Hein. Le message, il reste le même. Mais voilà, on repart sur une nouvelle saison. Vu que le football, ça a commencé aussi. Donc voilà, on est présent. ATL. My guys, toujours là, hein, fidèle au poste. C'est vrai que c'est en Europe que ça reprend la saison. Moi, je peux te dire, il nous reste 10 matchs. On est en plein dedans. Mais bien sûr, BMC, c'est notre thérapie à tous. Il n'y a pas de problème. Les saisons, on les enchaîne. Et puis, on n'a même pas envie de prendre de repos. Hein. Franchement, c'est tellement de plaisir. Partager, échanger, rigoler. Donc, on continue. Hein. Let's do this. Mais tout va bien, Etienne. Hein. On est dans la... il fait chaud. C'est sérieux ici. Ouais, c'est vrai. Vas-y, parle un peu, il fait chaud. Ah ouais, il fait chaud. C'est ça, les entraînements début à 9h du matin. Quand tu commences une demi-heure plus tard, tu sais, une longue vidéo, un truc comme ça. Quand tu arrives 11h, 11h30, tu prends un gros coup de massue. C'est pas la Floride où c'est vraiment un level d'humidité incroyable, mais c'est pas loin. Quand il fait chaud, c'est sérieux. C'est sérieux. Mais c'est cool, hein. Franchement, après, du coup, l'impression d'être fit de ouf. Dès qu'il fait un peu frais, tu peux répéter des efforts incroyables. Donc, non, cool. On est dans la routine, mais la bonne routine. Hein. La routine, nous, on aime ça. Il n'y a pas de problème. Ouais, t'es bien, toi. C'est quoi le prochain match, Q? On joue Seattle dimanche. Mais tu sais, il y a la Leagues Cup, là, la Messi Cup. La Miami en demi-finale. Le jardin de la Pulga, là où il se balade. Le gars, il met but sur but. Et ouais, il joue Philadelphie ce soir. Ça va être intéressant parce que Philadelphie, c'est, tu sais, une ville col bleu, tu vois, ville un peu ouvrière, mentalité thug, tu sais. Blue collar. Tu vois, et vraiment, ils sont... Là, eux, je pense que ça va être rigolo à voir parce qu'il y a Orlando qui a déjà mis un peu des brins à Messi, tu sais, ils sont vraiment rentrés dedans. Leur coach, il a demandé aux supporters de ne pas vendre leur place, quand bien même on leur propose énormément d'argent, tu sais, parce que le marché noir, il bat son plein ici, là, sur Ticketmaster, les gens revendent leurs billets parce que Messi joue, potentiellement, tu peux te faire de l'argent. Et il a demandé aux habitants de Philly, parce qu'il joue à Philly, de ne pas vendre les billets pour avoir des vrais fans, et pour leur montrer ce que c'était que l'atmosphère Philadelphie. Donc marrant, tu vois, il y a un petit peu d'engouement. Ouais, en gros, ils veulent monter Messi en l'air, en fait. En gros, ils veulent le tabasser. En plus, ils ont un style de jeu 4-4-2, tu sais, 4-4-2 en losange, hyper agressif, tu sais, que de la transition. Rigide. Ouais, ils se fatiguent vraiment pas avec, tu sais, construire de derrière. C'est vraiment jeu direct, high press, tu vois, grosse intensité. Mais ça fonctionne, hein. C'est l'équipe la plus régulière depuis que je suis en MLS. Depuis 2019, c'est le club le plus constant. Donc, respect, quand bien même, c'est pas nécessairement le football que je kiffe. En tout cas, ils font ça avec des idées et on valide. Putain, mais nous, je te dis, toi, tu parles de chaleur. Hein. Nous, on n'est pas dans la chaleur du tout. Hein. Franchement, je sais même pas si je suis en été. Tu sais quoi, on est à Londres. Des fois, je me dis, attends, je regarde les infos. On parle de canicule à tel endroit. Je me regarde à travers ma fenêtre. Je me dis, mais oh, mais ouais, c'est comment? En tout cas, je sais pas, il se passe quoi en France s'il fait chaud. Friandise, t'es là, mon frère. Et ça arrive, on est en septembre. Vas-y, dis-nous un peu, il se passe quoi là dans la vie de Friandise,
j'ai vu, j'ai entendu des petites choses, il y a des choses qui se passent. T'as entendu quoi? Ah, je sais pas, moi, on m'a dit, il y a de la télé, Ricky fait du Ricky. Non, mais quand même. C'est ça, quand même, de toute façon, c'est pas un secret, hein. Non, c'est pas un secret. On continue les démarches médiatiques, tout ça. Donc, moi, j'ai une rentrée médiatique qui va se faire bientôt, là, dans les prochaines semaines, enfin, les prochains jours. Je vais sûrement commencer avec Amazon Prime en tant que consultant, tout ça. Donc, ça va être pas mal. J'ai rencontré des mecs il y a quelques jours, donc normalement, ça va. On voit aussi entre la Ligue 1, la Ligue 2, Multi-Ligue 1, Multi-Ligue 2. Donc, on va découvrir on va dire, cette nouvelle facette, on va dire, ce nouveau regard du football. Et c'est bien, avec RMC aussi en parallèle. Et puis après, à côté, on a aussi Et Versailles. Voilà. Voilà. BEF. Tu vas coacher. Ouais, j'ai coaché, c'est un grand mot. On va dire que je vais accompagner. J'ai accompagné. Bah, tu sais, il y a Jordi qui m'a fait l'honneur de le suivre, hein. C'est lui qui m'a accueilli, tout ça. Donc, je vais être adjoint de Jordi, coach des 18 ans de Versailles. Et UEFA MIP. Donc, c'est une saison complète, une saison vraiment complète qui s'annonce. Donc, c'est bien. Ça va me permettre de pas trop, on va dire, cogiter dans la tête. Là, ça y est, on repart sur une saison pleine, mais sur d'autres aspects. Grosse saison, en mode Ligue des Champions. Tu vois, quand tu commences une saison, tu as des objectifs de fou. Il y a la Cup. Et après, tu vas jouer peut-être la Coupe de France, la Coupe nationale et la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe, MIP. Là, je suis sur tous les tableaux, frère. Ah ouais, Ricky, il est sur tous les Non, tableaux. là, on vise quadruplé, là. C'est ça, frère. Hein? Ton effectif, il est léger. Il y a toi et toi-même. Hein. Ah, par contre, l'effectif, il est très léger, frère. Là, l'effectif, faut qu'il travaille, il faut qu'il gonfle, hein. Non, mais il va se muscler. Et en plus, c'est marrant parce que, enfin marrant, non, c'est même pas marrant. Le thème du jour que je voulais vous annoncer, et je vous dis la vérité, hein. Je me suis creusé la tête, fatigué. Saison 2, on recommence. Tu vois, le début de saison, tout le monde est en forme. Tout le monde est en forme. Tout le monde revient avec des bonnes, on va dire des bonnes intentions. Donc je me dis, on va revenir avec des bonnes intentions. Mais il y a un truc que pendant la saison 1, on en a pas discuté. Et je l'ai exprès. Parce qu'on en avait discuté entre nous. Vite fait, quand on évoquait certains thèmes, j'évoquais certains thèmes, mais je l'ai gardé. Premier épisode de la saison 2, c'est ça. Très clair, et ça va être assez ouvert. Là, on va faire travailler nos cerveaux un peu. J'appelle ça, comment je vais appeler ça? Je vais dire, dans le football, on a nos hauts, on a nos bas. Mais maintenant, ce que j'appelle la santé mentale. La santé mentale du joueur de football. C'est le sujet du jour. Ça veut dire que je veux vraiment qu'on puisse décortiquer à travers nos expériences. Et là, il va y avoir des témoignages parce qu'on a des choses à dire à un moment donné par rapport depuis l'enfance jusqu'à notre retraite pour Ricky et moi, Quentin qui continue à jouer. Mais je pense que si on est un peu honnête, mentalement, et c'est très trendy en ce moment, on parle beaucoup de ça, tu vois, mental health, la santé mentale, etc. Et il y a beaucoup de joueurs qui sont sortis dans les journaux de plus en plus où on observe des joueurs qui témoignent d'une faiblesse ou d'une faiblesse, c'est pas négatif, hein, au niveau de la santé mentale. Et moi, je veux vraiment qu'on en parle parce que moi qui travaille dans le développement personnel, on me dit ouais, c'est pas la même chose, mais voilà, comment vous avez géré on a géré notre santé physique et comment vous avez géré, ou Quentin, comment tu continues de gérer ta santé mentale et à quel moment dans votre vie, carrière, on a touché mentalement, on était prêt de toucher le fond ou on a touché le fond, mais on est remonté. Voilà, je veux qu'on lève le spectre, tu vois, sur cet aspect de la santé mentale dont avant on discutait pas. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est beaucoup plus, on va dire, en vogue. On est beaucoup plus à l'aise par rapport à ça. J'espère que j'ai été clair. Et Ricky, j'aime trop ta tête quand tu vas remonter le ballon. Parce que là, j'aime trop. Là, je suis en train de creuser, frère. Je sais, c'est pour ça. J'ai vu la tête, il est j'aurais dû prendre un screenshot. Il était perplexe, le bouc. Il était là. Ça va ramer, je te le dis, là. La santé mentale. Quand je vois que Q, il est dans un calme,
tu vois, il est calme. C'est-à-dire que lui, c'est en train de monter. Ricky, il est perplexe. Il se dit, bon, comment je vais attaquer? Comment je vais remonter la balle? Eh, feu à volonté. Qu'est-ce que ça représente pour toi? La santé mentale, c'est quoi? Et comme tu le dis, on va développer. Bon, la santé mentale. Tu sais, la santé mentale, je pense que c'est une sorte de bien-être qu'on a en soi et c'est le fait d'être positif. Je pense que c'est ça déjà la santé mentale, c'est de se sentir bien dans son corps, bien dans sa tête, bien dans ses actions. Donc forcément, quand tu es bien dans la tête, tu es plus à même d'accomplir tes objectifs physiques dans le cadre du football, je parle. Donc là, tu parles de santé mentale relative au football. C'est vrai que pendant très très longtemps, enfin depuis même toujours, on dissociait beaucoup la santé mentale et la santé physique. Même on n'en parlait même pas. On a souvent parlé dans les épisodes précédents. C'est que avant, on voulait même pas savoir ce que tu ressentais mentalement, comment tu étais. On te demandait même pas si tu allais bien. Rare étaient les coachs justement qui demandaient aux joueurs comment ils allaient mentalement. C'est pas comment tu vas physiquement, ça va, t'as pas de pépins, ça va, tu te sens bien physiquement. Ça, c'était les questions basiques. Mais sinon, ouais, ça va bien, tu dors bien la nuit, ça va la famille, ça va les enfants, ça va, t'as pas de soucis en particulier. Rare étaient les coachs de la sorte. C'est pour ça qu'un mec comme Arsène Wenger et même les coachs comme Mourinho, tu sais, à l'époque, au début des années 2000, c'était un peu des précurseurs par rapport à ça. Et c'est pour ça que il y a beaucoup de joueurs qui apprécient beaucoup des coachs comme Mourinho, comme Wenger. J'en oublie sûrement, mais Ranieri que j'ai côtoyé aussi, qui était très très comme ça. C'est pour ça notamment qu'on l'appelle le gentleman du football. C'est que il se souciait de la santé mentale, que quand tu te soucies de l'extra-football, quand tu te soucies de ton joueur, d'un côté psychologique, tout ça, donc forcément, tu touches à l'aspect mental du joueur. Donc c'est important. Et ils ont compris un peu avant tout le monde que l'aspect mental était super important, si c'était même aussi important que le côté physique. Donc pour l'instant, je n'ai pas trop creusé. Je pose ça comme ça. Q, je te laisse compléter, mais je pense que oui, bien sûr, la santé mentale, maintenant, ça a une part super importante dans le football. Et on en reparlera. Là, je suis en train de lire un livre justement sur le management sportif. Et il y a Ratnik, c'est Ratnik, le directeur sportif très connu qui était à Manchester, tout ça, qui est aujourd'hui au Milan, qui a monté Red Bull. Il parle beaucoup justement de santé mentale et de psychologie avec les joueurs. Donc on en reparlera pendant l'épisode, mais c'est un sujet qui est intéressant. Q, je te laisse corroborer mes propos. Non, bah, nous, on est dans le pays qui a été un peu précurseur par rapport à la santé mentale. C'est vrai que ici, il y a beaucoup de joueurs euh, assez importants de NBA, de sports très médiatisés, qui ont commencé à être super ouverts avec leurs doutes, avec leur crise de confiance, avec ouais, les moments down. Tu vois, ils peuvent s'apparenter à plein de choses et c'est un sujet super vaste où s'arrête le doute, où commence la vraie santé mentale dans le sens où ta vie est impactée, à quel moment c'est, on va dire, une période de méforme dans ton sport qui t'entraîne, toi, pas seulement le sportif, mais l'homme, dans des travers un petit peu psychologiques. C'est super intéressant et moi, c'est un sujet, ou en tout cas, c'est un domaine auquel j'ai été exposé très très vite parce que, en fait, je pense que je suis encore dans le football parce que j'ai autant travaillé mon mental que mon physique, mais à mon insu. C'est-à-dire que je pense que Claire, et on en a parlé deux, trois fois sur le podcast, mais on ne l'a pas énormément souligné. Mais qu'on se le dise, et c'est juste un tout petit peu pour introduire la santé mentale, euh, on a été dans le même berceau, on a été dans le même environnement, mais on a eu des expériences différentes, ce qui ne nous empêche pas d'être hyper reconnaissant envers ce qu'on a appris à Clerf. Mais moi, dès la deuxième année, j'étais au lycée, vous étiez au collège, et je devais courir de temps en temps pour vous rejoindre à Vivonne, prendre le bus et être à temps à l'entraînement, parce que sinon, Monsieur Dussault ne m'attendait pas et j'arrivais 15, 20, 30 minutes en retard, parce que le lycée terminait après le collège. Et c'est des trucs, euh, tu les mets dans le contexte actuellement, avec tout ce qu'on sait, tout ce qu'on connaît, il y a des enfants et des parents surtout qui diraient ouais, vous exagérez, c'est pas normal pour la santé mentale de mon fils, il doit en faire beaucoup plus que les autres. Et c'est un truc où
Moi, en fait, je l'ai accueilli comme la normalité et je me disais, j'ai tellement envie de m'entraîner qu'il faut que je fasse ça. Où j'avais tellement de frustration à gérer. Quand vous étiez tranquille en train de faire vos conduites de balle, moi, j'arrivais au loin dans le bus et j'étais en train d'essayer de voir quelle couleur de maillot vous aviez, sur quel Tu terrain sais on que s'entraînait. je te vois en train de tu sais que j'ai des flashs où je te vois Mais courir jusqu'au bâtiment, regarder et ouais. et des trucs où j'attendais que la porte s'ouvre du bus. Vous vous rappelez, on nous déposait devant le château et je partais en sprint. Il y avait les troisième années qui rigolaient. Ils disaient, ah ouais, toi, t'es trop déter et tout. Mais c'était un truc. En fait, à partir du moment où je me suis pas laissé le choix, et j'ai tellement baigné dans l'inconfort depuis le début, et ensuite on peut faire que j'en suis presque à le remercier encore maintenant d'être dans des situations inconfortables. Actuellement, je suis pas dans ma meilleure forme mentale. Je suis pas, tout n'est pas tout beau, tout rose. Mais j'en suis à un stade, avec tout le recul, et on aura le temps de revenir sur différents événements de nos carrières qui ont été plus difficiles que d'autres. Mais j'en suis presque à un stade où je remercie de galérer un tout petit peu, parce que je sais que j'ai surmonté tellement d'obstacles déjà, que en fait j'ai les éléments en moi pour y répondre. Et c'est là où je reviens sur ce que j'ai commencé. Je pense avoir entraîné ma santé mentale autant que ma santé physique à un très jeune âge sans le savoir. Ouais. Regarde, pendant que tu parlais, et même avant, j'avais préparé un petit peu mon truc. J'ai été sur un article de la FIFPro, tu vois. De la FIFPro, là, je suis en train de vous le lire. Problèmes de santé, les problèmes de santé mentale sont courants. Ils affectent près d'une personne sur quatre parmi les athlètes professionnels. Le taux peut même être plus élevé en ce qui concerne certains symptômes. Quels sont les problèmes de santé mentale? Les problèmes de santé mentale décrivent un état mental, c'est ça que je voulais lire, décrivent un état mental et émotionnel qui affecte les pensées d'une personne, son comportement, ses sentiments et son humeur. Il couvre une large gamme de problèmes comme un sentiment de détresse, l'angoisse, la dépression, les troubles du sommeil ou l'abus des substances. Je vais m'arrêter là, d'accord? Je vais m'arrêter là. Juste pour dire que, comme tu as dit, Ricky t'a dit un truc, où est-ce que commence ou s'arrête la santé mentale? En fait, quand est-ce qu'on est? Parce que Q t'a dit là, ouais, je suis peut-être pas dans ma meilleure santé mentale. En fait, vraiment, je pose la question même pour moi, parce que c'est une question ouverte. C'est quoi être en santé mentale? C'est quoi là? En fait, à quel moment on est en bonne santé? Et à quel moment on ne l'est pas? Parce que un joueur, t'as dit Q, t'as grandi dans l'inconfort. Tu rentres du lycée, nous on est déjà sur le terrain, donc toi tu dois courir, enfin voilà, c'est inconfortable, c'est des efforts en plus. Est-ce que ces efforts en plus qui sont inconfortables doivent être vus comme, on va dire, t'es formé à la dure et aujourd'hui tu remercies et t'es bien content? Est-ce que t'étais dans une... Est-ce que ça allait contre ta santé mentale à l'époque? Parce que si tu transposes à aujourd'hui, t'as dit, il y a des parents, ils pourraient dire, ouais, non, en gros, mon fils, il en fait trop. Et voilà, vous êtes en train de le détruire, ou peu importe ce que les gens vont dire. Parce qu'aujourd'hui, le terme de santé mentale, pour moi, il est utilisé à toutes les sauces. Tu vois, en Angleterre, mental health, c'est trendy, c'est à la mode. Et maintenant, j'entends des petits. Là où mon problème, il va être, c'est que j'ai des jeunes athlètes, par exemple, ils me disent, ouais, aujourd'hui, c'est devenu I'm mentally not well. Je suis mentalement pas bien. Attendez. En fait, tu vois, c'est devenu un truc à la mode. Dès qu'il y a un truc qui va pas, c'est que t'es mentalement pas bien. Et cette santé mentale, moi, j'aimerais qu'on la... Après, comme tu as dit, on va parler de nos expériences et on va être très, très transparent sur ça. J'espère, en tout cas pour ma part. Mais définir là où ça commence, là où c'est bénéfique pour toi, c'est un confort, tu vois, parce que... Tu vois ce que je veux dire, Friandise? Là, j'ai vu que là, t'es prêt, là. Ouais, c'est super intéressant ce que tu as dit par rapport à tes petits. Parce que ça prouve une chose, ça prouve que tu vois, la santé mentale, elle est mesurable en fait. Je pense que en fait, la santé mentale, c'est un aspect, c'est un cas, mais je pense que aussi c'est un trait de caractère. Je pense que c'est un attribut, ça peut être aussi une capacité. Ça veut dire que la santé mentale, elle se travaille, elle peut se mesurer. Et comme tu l'as dit sur la définition de la FIFPro, c'est que voilà, la santé mentale, elle commence à être affectée quand tu commences à avoir des symptômes, quand tu commences à pas être bien, quand tu commences à mal dormir, quand tu commences à abuser de telle ou telle substance, quand tu commences
à trop vouloir fumer, à trop vouloir, tu vois ce que je veux dire, à vouloir abuser un peu des dérives qu'on a parlé il y a quelques semaines. Et ça, un peu de la détresse. En fait, les symptômes montrent les limites de ta santé mentale. Après, comme Q aussi l'a résumé, c'est que ta santé mentale, on va dire, ou ta résilience, parce que c'est trop marrant, parce que là, je suis en plein dans un livre. Ton livre. En plein dans un livre, il est extraordinaire et ça parle justement de santé mentale, de résilience, et avec l'exemple de Ragnick. C'est là que tu vois, ça se travaille. Il y en a beaucoup qui disent non, c'est mon caractère. Moi, je suis quelqu'un de résilient. Moi, je suis quelqu'un de fort mentalement. Non, tu n'es pas comme ça en fait. Comme l'a dit Quentin, c'est à force d'épreuves, d'expériences et comment tu réagis à ces expériences-là, c'est là où tu te forges donc un caractère et tu développes une capacité mentale supérieure à d'autres. Donc voilà, ça se travaille. Et où est-ce que ça commence? Bah, c'est quand tu commences à avoir les premiers symptômes. Donc, mais après, c'est à toi, en tant qu'homme ou en tant qu'individu, de travailler sur ta santé mentale et développer les qualités autour qui forgent cette santé mentale, justement. C'est la résilience, c'est la positivité, c'est comment tu affrontes la vision des choses, comment tu affrontes les problèmes. Et ça se travaille. Ça se travaille. Après, bon, tu as plein d'outils pour travailler, mais voilà, la santé mentale, elle commence, comme tu l'as dit, hein, quand tu commences à voir les symptômes, justement, importants, négatifs, mais tu peux la repousser. Tu peux monter le plafond de ta santé mentale. Ok, ok, j'aime parce que tu vois, cette remontée de ballon, tout d'un coup, elle m'inspire et pas dans. Parce que tu vois, tu as été intéressé par tous les mots qui m'ont moins intéressé par rapport à un, moi, c'était l'émotion. Tu vois, et je pense que cette zone grise, cette zone de départ, eh ben, tu vois, pour nous, en tout cas, footballeurs et même en tant qu'homme, c'est à partir du moment où tu gères moins bien tes émotions. Tu les vois, les mecs un peu plus anxieux, à partir du moment où tu joues moins, à partir du moment où tu joues moins bien, si tu joues, à partir du moment où tu es un peu chaud, où tu t'imagines qu'il y a un peu de concurrence, ou que ça parle dans les journaux, que ça va recruter quelqu'un à ton poste, que machin, que tu es en fin de contrat, que des éléments viennent perturber en fait ta quiétude qui, on en parle assez souvent, dans le foot, est-ce qu'elle existe? Est-ce que tu es réellement toujours dans le confort? Est-ce que tu n'es pas toujours à la recherche de quelque chose de plus de par ton tempérament de compétiteur? Et est-ce que tu n'es pas toujours un peu menacé par quelque chose de par le milieu dans lequel tu évolues et cette envie d'être dans le top 1%, tu vois, d'être quand même élitiste? Tu vois, à partir du moment où tu fais du sport de haut niveau, tu as des attentes de haut niveau et tu as des attentes qui ne sont pas banales. Donc, du coup, le confort, moi, je persiste et signe, ça n'existe pas ou ça existe très peu ouais, très peu. Et Ou finalement, alors, il faut trouver ton confort dans la confort. Ça, c'est la phrase La vraiment phrase bateau. connue. mais C'est c'est que vrai, à partir du moment où tu es confortable dans une situation d'inconfort, bah, tu es partie de l'élite en fait. c'est ça. Si on met en image un sportif, excuse-moi de te couper, Q, mais si on met vraiment en image le sportif vraiment qui représente vraiment ce type-là, c'est Roger Federer. Le mec, il peut perdre 14 points d'affilée ou il peut gagner de 2-7. Si ça 5-0, le mec, il va rien laisser paraître. Il reste toujours dans il laisse paraître les stoïques. Ouais. ouais, une situation vraiment de confort en fait, quoi qu'il arrive. Et c'est là que ça a été sa plus grande force en fait. Et c'est pour ça que c'est un des Et meilleurs c'est là tennisman. où, tu vois, encore plus en tant que sportif, tu es vraiment assez régulièrement testé parce que au sein même de ton club, de ton équipe, tu es indirect. On est tous des mâles alpha quelque part et tu es en concurrence avec tes coéquipiers, mais tu te prépares avec eux pour le week-end battre un autre club, une autre organisation et compete dans un autre dans un championnat. Et il est là le paradoxe, c'est que tu dois toujours faire tes preuves. Et effectivement, moi là où tu vois, je sais que mon gars Seb veut qu'on aille un tout petit peu. Ce qui me dérange, c'est quand ça devient une excuse super facile. Tu vois, ce qui me dérange, c'est tout d'un coup, ouais, je suis un peu moins bien parce que ma santé mentale. Et en fait, ta santé mentale, pourquoi ça va pas? Bah écoute, parce que je gagne pas les petits jeux en ce moment. Le coach, il me fait pas trop confiance. Ouais, bon, j'oublie un peu d'aller en muscu et de bien dormir la nuit et tu vois, de me reposer. Mais quand même, d'habitude, je le faisais pas avant et ça allait. Maintenant, ça va plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand tu laisses le doute et quand tu laisses la difficulté prendre une trop grande place. Et c'est un truc, de temps en temps, il m'est arrivé, surtout assez récemment, quand tu sais, et vous l'avez tous, vous l'avez vécu tous les deux, quand tu es en fin de carrière, que tu es en train de bouger, que tu es à l'étranger, que tu es responsable d'une famille, et Dieu sait qu'on a des familles nombreuses. Ces responsabilités et satisfaire tout le monde, c'est difficile.
Donc, tu as d'un côté ta famille, tes proches, ton sang à satisfaire, à, à protéger, subvenir à leurs besoins, et de l'autre, remplir tes responsabilités d'athlète de haut niveau, de joueur expérimenté, de locomotive dans ton club. Et c'est vrai que tout ça, quand tu mets bout à bout, c'est facile pour que la locomotive déraille en fait. Et c'est à quel point ça t'affecte, à quel point tu te dis je mets un pas puis l'autre, à quel point tu te dis ok, mon anxiété de demain, je ne vais pas la porter avec ma force d'aujourd'hui. C'est je m'occupe de chaque jour à la fois et j'avance avec ma force d'aujourd'hui parce que la peur n'évite pas le danger. C'est des expressions bateau, mais c'est quand même un truc où, ouais, effectivement, il y a prévoir et il y a surpenser. Il y a bosser et être dépassé. Et en fait, la ligne est très très fine et plus on avance dans la vie et plus on a des responsabilités, plus en fait on est attendu et on est exposé à ces changements d'émotions qui t'amènent à une santé mentale défaillante, à tous ces maux, à toutes ces dépressions, machin. Mais ouais, c'est un bon thème. C'est un bon thème. Je veux dire, on n'est pas psychologue pour l'évoquer super précisément, mais on partage sans filtre. Mais je pense pas on ait besoin d'être... parce qu'en fait, je pense qu'on est des preuves même. On a joué. On joue, toi tu joues, on a joué, on a vécu le game. Demain, moi, je pars du principe que tu n'as pas besoin d'être agréé, docteur ou ce que tu veux. On est des docteurs du jeu. Personne ne peut parler de ce que tu vis mieux que toi. Personne ne peut parler de ce qu'un footballeur ou un athlète de haut niveau il vit. En fait, il y a des mots qu'on va utiliser, des situations que, même si on n'utilise pas des mots techniques, je vais te décrire une situation, tu vas me dire, je sais exactement de quoi tu parles. Tu vas me dire, ce ressenti, on a parlé d'émotion. Parce que aujourd'hui, moi, mon problème avec les gens qui vont utiliser les termes santé mentale, c'est, je vais leur poser une question. Est-ce que tu es vraiment fait pour ce à quoi tu aspires? Parce que ce à quoi tu aspires, on parle de high achiever, sport de haut niveau. Tu parles des 1% d'eux. On parle d'une élite. Dans une élite, et je le dis, je sais plus avec qui j'avais cette discussion, je crois que c'était hier, on a des droits et des devoirs. Enfin, il y a des choses, on peut pas tout avoir. On en parlait quand on parlait des dérives, etc. On peut pas tout avoir. Ça veut dire que autant on veut être adulé parce que tu cherches le haut niveau et tu recherches des émotions fortes. De la même manière qu'on parle de santé mentale, c'est marrant parce que, par exemple, quand Ricky parlait de santé mentale, on a tout de suite, on parle de santé mentale, on n'a pas parlé de mauvaise santé mentale. Mais on y accorde, tu vois, tout de suite le truc négatif. Ouais, santé mentale, ça va pas. Le thème, c'était pas la mauvaise santé mentale. C'était. Non, après moi, comment j'ai défini, j'ai dit voilà. Non, toi, t'as parlé d'optimisme. T'as parlé d'optimisme, mais tu vois. Mais les gens, quand on parle de santé mentale aujourd'hui, directement, et comme tu l'as dit, Q, ce qui va me poser problème, c'est que c'est limite, si tu viens te cacher, c'est devenu une excuse pour dire, au final, je suis pas au niveau. Je suis pas au niveau requis pour aller là-bas. Et je ne dis pas que c'est facile, parce qu'on l'a tous vécu. Et après, c'est là où je vais arriver, parce que on l'a vécu et il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Aujourd'hui, je parlais de ça. Pourquoi j'ai eu ce thème-là? Parce que je parlais avec Aaron Lennon. D'accord? Je parlais avec Aaron Lennon tout à l'heure au téléphone. On parlait d'un projet et comme les gens le savent, il a eu à un moment donné, il a eu une période où il est parti en couille. Tu vois? Ça n'allait pas, il s'est retrouvé à l'hôpital et tout parce qu'il avait perdu le nord. Et c'est ça que j'ai vécu aussi dans le sens où, je suis pas parti à l'hôpital, mais dans le sens où toutes tes convictions, ce avec quoi tu as grandi, au bout d'un moment, elles commencent à se mélanger. Dû à quoi, comme tu as dit Q aussi, tes émotions. Je pense que les émotions, c'est la base de tout. Quand tu commences à perdre le nord, tu contrôles plus tes émotions, tu te retrouves à faire des choses. Quand tes fils ils se touchent, et c'est là où moi je me posais la question à moi-même, et après des années, est-ce que tu es réellement fait? En fait, là où tu penses pouvoir aller, là où tu voulais pouvoir aller, tu étais là, je veux jouer au plus haut niveau du plus haut niveau. Tu as parlé de Roger Federer, Friki, friandises. Il n'y a pas deux Roger Federer. Il y a Roger, il y a Nadal, après à l'époque il y avait Pete Sampras, c'est ce que tu veux, Agassi, mais aujourd'hui, de nos jours, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent faire ce que Federer fait. Est-ce que Federer, c'est un extraterrestre? Et quand on parle d'un certain pourcentage
Je pense que les gens, ils se rendent pas compte de ce qu'ils veulent. On veut jouer toutes les compétitions. Tu veux jouer la Coupe du Monde, tu veux jouer être le Ballon d'Or. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu t'es aussi physiquement prêt et mentalement apte à aller là-bas? Après, bien sûr, on a tous cette aspiration à vouloir être le plus grand, le plus fort. Parce que voilà, on croit en son talent, on est convaincu, on essaie de donner tous les moyens pour y arriver. Mais après, forcément, oui, il y a des choses qu'il faut acquérir, surtout mentalement, pour vraiment pouvoir arriver à ce niveau-là. On en parlait aussi, enfin, on en parle tout le temps. Maintenant, c'est notre référence sur BMC, c'est Monsieur Benzema, Karim. Tu vois, c'est l'exemple même du mec qui a eu ce déclic mental aussi. Tu vois, Après, bon, peut-être qu'on va digresser un peu, parce que là, on parle pas de santé mentale, mais on parle peut-être de déclic mental. Parce que tant tes qualités intrinsèques, physiques et sportives, tu les as toujours, en fait. Peut-être que Federer, il est moins puissant qu'un Kyrgios, il est moins spectaculaire qu'un Monfils, ou il est moins technique qu'un, je sais pas, qu'un autre. Mais voilà, il a d'autres qualités qu'il a su travailler, notamment ses capacités mentales. Il a réussi à... Reste sur la santé. Moi, je veux que tu restes sur la santé. Est-ce qu'il est, à un moment donné, il était en santé, il a toujours été en santé? Parce que être en santé, ça veut dire que tu peux, si on est en santé physiquement, on peut fonctionner. Physiquement, Ouais. tu peux courir. Aujourd'hui, je suis pas en santé physique. Je peux pas courir. Je suis pas en santé. Physiquement, à quel moment je peux pas? Je peux avoir la détermination du monde. Mes hanches, à un moment donné, elles ont dit stop. Et je pense que cet aspect de la santé mentale, tout le monde n'est pas apte pour aller chercher ce que les Messi, même Mbappé aujourd'hui, ce qu'ils vivent, les Neymar, ce qu'ils vivent. Faut avoir une propension et savoir gérer. Il faut être en santé. Est-ce que c'est à quel moment? Et j'en reviens parce que j'ai pas envie qu'on s'écarte. Je Ouais, veux. parce que là, si tu me parles de très haut niveau et de santé mentale, je pense pas que ce soit les termes appropriés, en fait, dans ce cas-là. Ils sont en santé parce que les mecs, tu les vois. En fait, ce que toi tu vis à un moment donné, ce que j'ai vécu en montant les niveaux, ma santé mentale, elle s'est détériorée. Plus je montais en niveau, plus ma santé mentale. Ouais, c'est ce que Vas-y, tu élabore un peu. estimes. Élabore un peu. Ma santé mentale, elle a été mise à rude, on va dire comment ça. Elle a été mise à rude Oui, épreuve, tu vois. Plus je montais en niveau, parce que je montais de niveau, plus les attentes, elles étaient exacerbées, elles étaient importantes. Et t'as parlé tout à l'heure de ton équilibre famille, vie privée, vie professionnelle. C'est devenu de plus en plus. C'est-à-dire que ma marge d'erreur, elle devenait de plus en plus fine. Les attentes dans ma famille, ces sentiments de culpabilité que tu peux avoir ou de responsabilité, et venant d'un quartier ou venant du Cameroun, parce que tu as une femme. En fait, tout ça, plus tu montes, plus mentalement, tu peux être exposé. Si tu n'es pas en santé, D'accord. tu pourras jamais rester au plus haut niveau. Et je pense qu'il y a tout le monde n'est pas apte. J'ai hâte. Moi, je le dis la vérité. Quand j'étais chez les Spurs, tu as parlé du fait de moins jouer. De moins jouer. Je suis arrivé, premier match, Liverpool. Je suis arrivé, comme j'ai dit, j'ai failli m'embrouiller. J'ai failli me taper le premier jour. Après, on fait un match amical. Je joue. La semaine d'après, on commence. Je marque premier match. Émotionnellement parlant, laisse tomber. C'est le feu, tout ce que tu veux. Ça annonce une saison de ouf. Et je fais une bête de première saison, tout ce que tu veux. Deuxième saison, la réalité du football fait que je joue, mais après je joue moins, je commence à me blesser un peu, je joue un peu moins, il y a de la concurrence, on tourne plus, et à un moment donné je joue moins. Je te dis la vérité. À la fin de ma deuxième saison, mentalement, je savais pas pourquoi je restais chez moi. J'étais dans le noir. Quand je te dis j'étais dans le noir, j'étais dans le noir. Ça veut dire que je voulais voir personne. J'avais un de mes frères qui vivait à Londres. Il paniquait. Il venait toujours me voir. Il me dit ouais, Seb, viens, on sort et tout. Je sortais pas. Je voulais pas sortir. Franchement, je broyais du noir. À tort. Mentalement? Hein? T'étais atteint mentalement? Tout le monde me connaît comme un fort mentalement. Je vais aller toujours au combat. Mais réellement, sans le savoir, j'étais limite dans ce que j'appelle une grande tristesse. Je vais pas appeler ça une dépression parce que la dépression, tu dois prendre des médicaments.
D'accord? Quand tu es en dépression, tu as un traitement. Et je le dis aux gens, les gens disent, ouais, je suis en dépression. Non, vous n'êtes pas en dépression. On expérimente une très grande tristesse qui est une émotion qu'on ne maîtrise pas. Et j'étais dans le trou. Je voyais personne, je voulais voir personne, je voulais pas sortir. Et à tort, même pas, c'est ce que je vivais. Mentalement, ma santé mentale, elle a été touchée parce que j'avais vécu des choses que je comprenais pas, dont j'étais pas habitué. Je pensais, et une de mes valeurs premières, c'est l'injustice. Hein? Sportivement. Et en même temps, tu te retrouves de l'autre côté dans ta vie privée. Bah, t'es devenu quelqu'un, une personnalité super publique, super publique. Tu joues là-bas, tu vas à la Coupe du Monde, tu joues avec des champions. Et après, j'ai des problèmes dans la presse, etc. On essaye de m'escroquer. Enfin, la vie, ça va vite. Ça va super vite. Et dans ma tête, à un moment donné, j'ai pas suivi parce que, et boum, comme tu dis souvent, Q, ton juge de paix, c'est le week-end. Ce pourquoi tu travailles, ce qui vient garder un certain équilibre, même dans ta vie de famille, bah on te l'enlève d'un coup comme ça et on te fait. Moi, une de mes valeurs principales, c'est l'équité, c'est la justice. J'arrive pas à ne pas comprendre, à giler les injustices. Donc à ce moment-là, je suis pas équipé, armé. C'est à ce moment-là que la première fois que je vais voir un thérapeute, 24 ans, la première fois que je vais voir un thérapeute, parce que en fait, je suis chez moi et je deviens fou un peu. Tu vois, je fais des trucs, je commence à me comporter d'une certaine manière, à réagir avec les gens de manière exagérée un peu, encore plus agressive que l'accoutumée, tu vois. Et je me dis, normalement, tu fais pas ça. Et t'arrives pas à rationaliser les choses. Ma santé mentale, à ce moment-là, elle t'a affecté. Mais devant les gens, je vais jamais rien montrer. Mais quand tu es tout seul dans ton lit et t'es dans ton cercle un peu, comment dire, de confiance, et que ça va pas. Tu te lâches. Et du coup, comment tu as fait pour franchir ce cap? Comme tu as dit, t'as vu une thérapeute. Ah oui, j'ai commencé avec la thérapie. Mais j'ai commencé avec la thérapie parce que je me suis dit, tout seul, c'est ce que tu veux. Hein. Mes parents m'ont dit, viens, on va à l'église, on va faire ça. Ils me voyaient. Moi, j'étais seul dans mon truc. Dans ma tête, je pensais que personne. Enfin, tu te sens seul. Tu dis, franchement, laisse tomber, les gens comprennent. Enfin, je vais quand même aller tous les jours. Ouais, j'ai fait plein de choses. Mais jusqu'au moment où moi, je me suis dit, tu sais quoi, Seb? Bah, si tu te fais pas aider, c'est-à-dire que je me suis dit, hein, si tu te fais pas aider, c'est-à-dire que tu veux pas devenir le champion que tu dis que tu veux devenir. Parce que tu pourras rien faire tout seul. Donc, à un moment donné, j'ai accepté je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, je vais aller chercher, je vais chercher, parce que même j'étais fatigué. J'étais fatigué de pas dormir. Frère, je dormais pas au bout d'un moment. Je dormais plus. J'étais là, avec ça, tu rajoutes les problèmes de famille, où les gens, au final, ils s'en foutent de ce que tu vis réellement, parce qu'il faut que t'envoies, l'argent, il faut que t'envoies, on t'harcèle, et personne se pose la question, réellement, comment il va? Pour de vrai, comment il va? Tu vas faire une dinguerie dehors, on va te dire que, en fait, tu te sens incompris tout le temps. Donc, sans le savoir, tu creuses ton truc, mais tu t'en rends pas compte. Et à ce moment-là, ma femme, elle essaie de t'aider, parce qu'elle est avec toi, elle essaie de t'aider, mais frère, après tu vois le caractère que t'as, vas-y, tu repousses. Et mentalement, c'est chaud. C'est là que tu vois, bah, justement, là, c'est à ce moment-là que je vais embrayer sur mon livre, sur Ragnick. C'est super intéressant parce que lui, il le disait, c'était un des premiers coachs, un des premiers dirigeants qui voulait absolument introduire des psychologues dans les équipes. Quand il a commencé à Hoffenheim, c'était une équipe à l'époque qui était en troisième ou quatrième division. Il avait commencé à mettre en place des psychologues du sport, tout ça, pas du sport, mais des psychologues dans l'équipe au quotidien. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'un joueur avait un besoin en particulier de se confier, ben justement, une fois de parler, tu vois, justement, et ça prévient justement les symptômes, tu vois, c'est la prévention. Et donc c'est super intéressant pour les joueurs, pour l'équipe. Et du coup, après, on connaît tous après la success story d'Offenheim, qui est remonté en Bundesliga, qui est super performant. Après, Ragnick, il est parti. Et il disait qu'à chaque fois qu'il parlait avec des clubs, il a dit, il a parlé avec beaucoup de clubs, hein, des clubs de première ligue à l'époque, ou des clubs même d'Allemagne, des gros clubs. Il disait, moi, ma condition, c'est que je veux un psychologue. C'est sa première condition. Et combien de clubs lui ont dit non,
On n'a jamais eu besoin jusqu'à présent, donc je vois pas pourquoi on prendrait un psychologue. Nos joueurs, ils font très bien. Nous, on est un club de football, on n'est pas un club, tu vois, on n'est pas un club de je sais pas quoi. Et du coup, bah, à chaque fois, dès qu'un club refusait son psychologue, il partait ailleurs, il partait ailleurs. Et puis après, il est parti avec Red Bull. Donc il a parlé avec les boss de Red Bull parce que Red Bull avait entendu parler de Fenham, la success story, tout ça. Ils ont exposé le projet avec Leipzig, avec Salzbourg, tout ça. Et lui, il a dit pareil. Il a dit maintenant, si vous voulez que je sois avec vous, il faut mon psychologue. Les mecs, si on peut se connaître Red Bull, un peu avant-gardiste, un peu. On ne fait pas comme tout le monde, on est un peu en décalage. Eux, direct, psychologue, tout ce que vous voulez. Pareil, il a mis en place ce psychologue, entre autres, hein, qu'après, attention, il a aussi des idées novatrices au niveau du football, au niveau tactique, au niveau du recrutement, tout ça. Mais voilà, cet aspect psychologique, cet aspect mental, justement, il a vraiment intégré au même niveau que l'aspect du recrutement, que l'aspect technique, que l'aspect physique et tout. Donc c'est ça qui a fait que voilà, il a pu se développer en tant que dirigeant. Après, bon, il est Manchester, Milan AC, on connaît l'animal. Mais c'est super important que les joueurs, où qu'ils soient à Tottenham 24 ans, quel que soit leur âge, quelles que soient leurs conditions, c'est important d'être suivi en fait. Mais Je peux tu être vois, suivi. Ouais, Quentin, vas-y, moi je veux Ah, savoir. franchement, d'être suivi, hein. Moi, je veux connaître votre avis sur la question et peut-être vous avez vécu, on a tous vécu à un moment donné des trucs où mentalement, ah, c'est pas moi cette fois. Yes! Non, c'est moi, c'est moi. C'est moi. bref, non, c'est intéressant parce que Ricky, t'as couvert le truc et en plus, tu l'as couvert à la Ricky et c'était marrant. Tu disais, les coachs qui sont proches des joueurs, ils te demandent comment ça va et tout. Mais en fait, je pense que pour l'homme, et là, je différencie l'homme de la femme. Je pense pour l'homme, tu vois, le genre, enfin, Mal. l'homme, quand on te demande comment ça va, tu dis toujours ça va. Tu sais, en fait, c'est la pire question. Tu sais, et en plus, il y a des dérivés mais la vérité, c'est que combien de fois Ricky t'a dit ça va alors que ça allait pas. Ah, ça va pas, mon gars. Non, mais tu vois, Vraiment, ça va pas du tout, même. tu vois, il y a des moments ça Ah, va pas. t'as raison. Mais le truc, c'est que, et encore plus dans un vestiaire de foot, jamais t'as un mec qui arrive et dit ah non, là, ouais, je suis au fond du bac actuellement. Peut-être un mec va se confier, il va commencer à se confier. C'est vrai que tu le vois de plus en plus avec la génération qui arrive. Tu sens qu'eux, ils ont eu l'habitude de un peu plus communiquer. Eux, s'ils communiquent pas beaucoup avec le coach ou avec les dirigeants, ils sont. Alors que nous, c'est un truc, tu parles avec ton coach ou ton directeur sportif une fois dans l'année, tu vois. C'est pas un truc où il y a une ligne de conversation ouverte, machin. Et c'est marrant ce que tu disais sur l'intégration de psychologues dans le sport, parce qu'à Atlanta, il y en a un qui est là 3-4 jours toutes les 2-3 semaines. Et tu sais, quand il vient, vraiment, il s'habille. Tu sais, c'est un ancien coach, c'est un mec qui est athlétique et tout. C'est un mec qui connaît le ballon, mais qui a travaillé avec pas mal de militaires, avec l'US Army, je crois. Et il était aussi pas mal dans le foot. Et là, il est avec nous, tu vois. Vraiment, c'est le psychologue de l'équipe. Et quand j'ai visité les installations d'Atlanta et tout l'hiver dernier, ils m'ont dit voilà, ouais, on est d'accord, on te veut. Maintenant, il y a juste un dernier truc à faire. On voudrait que tu parles avec ce monsieur, avec ce psychologue. Je dis, ouais, vas-y, tu vois. La première fois, c'était presque un entretien d'embauche avec le psychologue. Et donc, on a fait un Zoom de 1 heure. Ça s'est super bien passé, bonne vibe. Bon, est arrivé ce qui est arrivé, j'étais ici. Et donc, du coup, après, je le vois à l'œuvre ici, tu vois. Et, euh, et c'est un peu comme ce qu'on disait, tu vois, tu as des joueurs qui font passer un message, qui sont encore dans le. On n'utilise pas le psychologue pour ce qu'il peut apporter, mais on utilise le psychologue pour le message qu'il peut rapporter, over l'introspection, tu vois. Et c'est ce truc un petit peu dans le foot et qu'on connaît en même temps en tant qu'homme, c'est à quel moment ton ego il prend le dessus et tu es encore dans la manipulation, ou bien à quel moment tu as vraiment envie de faire une introspection et te développer, tu vois. Parce qu'en fait, pour moi, dans le foot, il y a deux gros paradoxes qui s'affrontent. Il y a ce que tu obtiens et il y a ce que tu deviens. Et il y a beaucoup de mecs qui n'arrivent pas à avancer d'une même ligne. Il y a beaucoup de mecs qui, pour obtenir tout ce pour obtenir tout ce qui, comme tu as dit Seb, pour être le chef de ta famille, pour être grand chez toi, pour qu'on parle de toi, pour que tu sois adulé, ils sont prêts à, à saccager beaucoup d'autres choses plus personnelles. Et tu vois, il y a un dicton en anglais que j'aime beaucoup, c'est Public Success, Private Failure. Tu vois, tu as un succès public, mais tu as, un échec personnel. Et c'est un truc où, pour en revenir à ce que vous disiez, moi, je sais qu'il faut que je fasse gaffe quand je ramène mes émotions du foot à la maison.
c'est un truc où je m'en sors vraiment de mieux en mieux. Ces 4-5 dernières années, j'ai vraiment été, je pense, presque une machine par rapport à tout ce qu'on a vécu entre la Covid, les séparations forcées, nous jouant au Canada, le pays étant. Et c'est un truc où j'ai toujours réussi à protéger ma famille par rapport à ça. Ça ne les a pas empêchés de souffrir. Mais c'est un truc où, grâce à toutes ces galères passées, Ricky, tu te rappelles quand je jouais à l'USNAC, on se demandait, toi tu étais à Ajaccio, on ne savait pas si on allait avoir, tu sais, si on allait être en Ligue 2, en National, machin. Au final, on était nulle part. Et pendant 6 mois, il fallait que je trouve au début des ballons, des terrains pour m'entraîner, un entraîneur régulier. C'était un truc où, et à cette époque-là, j'avais même pas l'impression de galérer, comme j'avais pu avoir l'impression de galérer 3-4 ans avant quand je jouais pas, que j'étais frustré et que mon mindset était mauvais, tu vois. Donc c'est un peu tout ça pour faire court, ce qui est difficile pour moi. C'est un petit peu ce que tu as envie d'en faire aussi. C'est un petit peu mesurer, tu vois, qu'est-ce qui va pas et combien c'est dur dans le spectre plus global. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que moi j'en suis arrivé à un point où quand je me plains dans le football, je me dis dans un monde qui va bien, je suis pas terrible en ce moment. Tu vois ce que je veux dire? Bah, mais bien sûr. Et comme tu as dit, je dis pas que par exemple, j'ai eu des épisodes où mentalement, ta santé mentale a été touchée. Mais encore une fois, la majeure partie du temps, je pense que c'était lié à moi, à ma non-connaissance de moi-même, à ma non-envie d'aller chercher des choses. Parce que pour aller bien mentalement, il faut... En fait, j'aime bien comparer ça au physique. Physiquement, aujourd'hui, si on se blesse, on sait qu'on peut mal manger. Tu sais que tu peux mal manger, que certains aliments, il y a de l'acidité. On disait ça, les tomates, quand on était petit peu, tu vois, les tomates, il y a de l'acidité. Bref, il y a plein de choses dont tu connais le mauvais, il sera un mauvais résultat sur toi. Mais on nous a appris et t'as été cherché. Tu sais qu'aujourd'hui, tu peux pas manger ça parce que physiquement, tu veux être bien, tu veux être en santé physique. T'aimes pas être blessé. La santé mentale, aujourd'hui, pour moi, c'est la blessure. Si aujourd'hui, tu n'as pas de prévention, toi-même, tu fais pas de prévention pour toi-même, personne ne va venir te dire à un moment donné, ne viens pas manger ci, ne viens pas manger ça. Donc, là, le manque de connaissances. Soyons concrets. C'est quoi maintenant cette prévention pour éviter justement ces blessures mentales? Mais on parle, les blessures mentales, il faut apprendre à se connaître. Tu sais aujourd'hui, moi je sais que tu as dit, rappelle-toi un jour on a parlé, moi j'ai des fibres, comment tu disais, toi tu as des fibres de coureur, longues, etc. Moi je suis beaucoup plus, on va dire, j'ai plus de muscles, fibres de sprinter. Si je suis pas au fait de comment mon corps il est fait, je peux pas manger comme toi. Je peux pas faire comme toi. Je peux pas avoir les mêmes programmes que toi. Il faut que je m'intéresse. Si je veux sincèrement devenir le meilleur joueur possible, il faut que je m'intéresse. Il faut que je prenne conscience qu'aujourd'hui, le mec qui vient, qui va au grec tout le temps, c'est qu'il veut pas devenir footballeur, il veut pas devenir athlète de haut niveau. Il a pas conscience que son corps, il a besoin d'un certain nombre de nutriments. Et tu as parlé tout à l'heure de positivité. Tu as parlé de certaines choses avec lesquelles tu dois nourrir ton cerveau. Tu dois nourrir de la même manière on nourrit notre corps, on doit nourrir, pour avoir une bonne santé mentale, il faut nourrir ton cerveau avec la bonne nourriture. Il faut avoir on en revient, le bon environnement. Il faut avoir des gens autour de toi qui sont pas là forcément pour te confirmer, te dire des choses, en gros te lécher les fesses, mais pour te corriger. En fait, il faut qu'on se mette à mal. Et aujourd'hui, je pense que ma période, par exemple, dernière année des Spurs où j'étais pas bien, etc., ça m'a formé. J'étais j'étais plus jeune, mais plus tard, si je me retrouve face à ce genre de situation, frère, ça y est, je suis déjà blindé parce que je sais que là, je sais comment gérer la situation. Tu t'es claqué une fois, tu refais la même chose, tu remanges les mêmes choses. Tu penses que ça va pas arriver 2 fois. Tu peux pas ne pas mal aller. Tu peux pas bien aller. Ça va mal se passer. Tu veux monter en niveau, la pression va monter. Tu parles de transfert, la pression va monter. Ta médiatisation, elle va augmenter. Qui dit médiatisation qui augmente, tentation, tout ce que tu veux. Comment tu veux, si tu n'es pas prêt à faire des choses différentes, comment tu vas gérer tout ça? Et là, on va dire, ouais, il n'est pas bien mentalement. Ouais, tu t'es pas bien préparé. Je sais pas si toi, par exemple, il y a aussi un truc où il faut pas se tromper. C'est quand on parlait de symptômes, tu dors mal. Donc, t'es pas. Attends.
plus la pression va augmenter, plus le match va être important. Tu peux être super bien, super prêt mentalement. Tu vas pas super bien dormir. Tu vas bien dormir. C'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe aussi, c'est ce niveau d'exigence qui augmente. Et en fait, ton corps est challengé, ton cerveau est challengé, ta famille est challengée indirectement. Et c'est comment tu réponds, comment tu gères tes émotions, comment tu arrives à faire la part des choses et comment tu arrives à... Ouais, plus l'environnement devient hostile, comment tu arrives à performer dans un environnement et exceller dans le chaos, on a bien en parlé aussi. Et en fait, c'est vrai que, comme tu as dit, il y a de la prévention pour tout. De la même manière que tu vas en prévention le matin avant l'entraînement pour être apte à tout donner à l'entraînement, il y a un peu des choses comme ça. Tu sais, c'est rester loin. Moi, l'environnement et la négativité, il y a toujours un mec que tu aimes bien, mais qui est grave négatif dans ton environnement. Et qui, bizarrement, quand toi, t'es pas au top, c'est lui que tu as envie d'appeler ou c'est lui, tu vois. Et c'est le sort, tu sais, les courtisans, tu vois, les cheerleaders, c'est les gens qui te disent ce que tu as envie d'entendre, mais au final, ça te fait du mal, tu vois. C'est comme quand tu joues pas beaucoup. Et instant gratification. Ouais, instant gratification. Tu vas chercher un petit peu de... On va te remonter le moral par des trucs qu'on pense pas vraiment. La personne en face de toi, elle n'a rien à faire au final. Et elle va juste te donner une vieille dose de dopamine qui va t'emmener dans le zag, tu vois. Et c'est un truc où, franchement, là, si j'avais un seul conseil, franchement, identifiez-les, ces gens-là. Je te dis pas de les fermer, mais ne leur parle pas quand toi, tu es un peu moins bien, parce qu'après, d'un point de vue personnel, je pense que même personnellement, il y a un travail à faire. C'est, comme tu l'as dit, Seb, savoir vraiment une bonne connaissance de son environnement et une grande connaissance de soi-même, en fait. Savoir où sont ses limites et savoir comment les repousser, en fait, mais de manière objective. En fait, c'est ça. C'est un travail qui est pas facile, hein. C'est comme quand on travaille l'endurance. C'est pas facile, hein. Au début, tu fais 18. Tu sais, quand tu fais des tests 20 vols. Oh, je suis arrêté à 13, ouais. De quoi tu arrête 13. Bah, non. Je me suis arrêté après les gardiens au test de Clairefontaine. Après les gardiens, je me suis arrêté. Plus, frère. Moi, si c'était 13 ou 14, j'avais jamais couru de ma vie. De ma vie, j'avais jamais fait un travail d'endurance. De ma vie, j'ai jamais fait 14. Hein. Avec 10 ans en plus. Comment ils t'ont pris, toi? Mais ils m'ont pris, j'étais trop fort. J'avais un pied gauche. Oh, punaise. Non, mais tu vois, c'est ça aussi. Tu vois, c'est savoir repousser ses limites. Même mental, et c'est là que vient le terme résilience. Que tu vois, quand je disais au début, résilience, on pense que c'est un trait de caractère, c'est tu l'as ou tu l'as pas. En fait, c'est quoi la résilience? La résilience, c'est quand tu arrives à adapter tes émotions, mais les bonnes émotions, justement, je le corrige, adapter les bonnes émotions par rapport à l'instant T, en fait, par rapport à l'événement qui te tombe dessus, en fait. Franchement, je suis tellement fier de toi. Quand je vois que t'es un bon élève comme ça, putain, comment ça me fait plaisir. Il a bien appris. Voilà, mais après, tu vois, c'est le mot de réciter. Après, il faut l'appliquer, tu vois. Même à soi-même, il faut l'appliquer. Ah, tu connais. Tu vois, c'est bien en fait, même c'est pour ça aussi qu'on est là. Là, on dit les termes, comme on dit littéralement les termes. C'est pour ça que c'est important que les gens connaissent les termes, connaissent les définitions, les attributs, tout ça. Et après, il faut travailler pour les appliquer. C'est comme quand on dit, par exemple, fais une transversale. Transversale, il faut que tu mettes le pied d'appui, il faut que tu mettes bien le pied en dessous, tu fouettes la balle pour que ça parte. C'est pas, tiens, essaye, fais transversale, tire. Ah, l'autre, il met une pointe. Allez, tire encore, il met une pointe. Non, tu mets le pied. Il y a la théorie. En plus de voler, tu te penches, tu tapes, tu rates. Ok, mais non, mais c'est ça la formule, Allez, réessaye. C'est quand tu arrives. La théorie, et après, il y a la pratique. Voilà, et pour ça, là, nous, on est là, attention, on n'est pas des Avengers, hein, on n'est pas non plus des... On est dans la... On est dedans aussi. Hein. On vit ça aussi. On le vit tous. On l'a vécu. Seb, tu l'as dit, hein, t'es témoin privilégié. Tu l'as vécu à Tottenham. On est en train de le vivre aujourd'hui. Même là, il a témoigné. Là, c'est pas le top. Tu vois, nous, là, on base de la pratique. On balance là vraiment le bon savoir pour nos jeunes et pour les gars qui veulent progresser dans la vie. Je suis pas méchant, mais Ricardo, il vient d'arrêter sa carrière. Attention, ça va être là, on est parti, on est en plein dedans. On est en la santé mentale. Là, maintenant, là, on va être en plein dedans. On va en parler. C'est super compliqué. Et ça vient de commencer. Et c'est ça que les gens faut qu'ils comprennent. Ah oui. C'est tous mes termes. Quand on parle de résilience, oui. Il y a la résilience sportive, c'est-à-dire, ouais, on perd 1-0, allez, c'est pas grave, on reste focus, on gagne 2-0. Les gars, restez concentrés, 2-0, on peut faire 2-2.
on perd des matchs, allez, on reste concentré, on change de club. Ah, faut parler turc, ah, faut parler en grec. Vas-y, on se met dans le bain, on essaie de voir comment ça se passe. Ah, lui, il me parle mal, vas-y, tranquille, parce que ça se passe comme ça. Résilience sportive, on l'a acquérie. Mais la résilience émotionnelle, ou la résilience même mentale, c'est autre chose. Et c'est pour ça que, tu vois, quand on dit qu'on est en la santé mentale, c'est un truc qui s'arrêtera jamais. Quentin, il a parlé de CLERF, et ça a été créé quand on a été jeune. Il a été exposé, on a été exposé à un certain niveau quand on était jeune. Il y a une transition, un virage à prendre quand on est en carrière, quel que soit le niveau auquel tu joues, tout est relatif. Et après, quand tu penses que je suis mentalement, j'ai une santé, j'étais pas bien, on est exposé à un autre type. Quand j'ai arrêté ma carrière, et j'étais prêt. Moi, j'étais prêt parce que il y avait mon physique, et on pourra en reparler, on va parler de l'après-carrière dans un autre épisode. Mais vraiment, au niveau de ta santé, en fait, tu peux pas croire, t'inquiète pas, ça va aller. Non, si tu dis que t'inquiète pas, ça va aller, non, tu sais que tu vas traverser, tu sais pas encore ce que tu vas traverser, mais tu sais que tu vas traverser quelque chose. Je suis tellement d'accord avec ça. Moi, tu dis ça parce que, regarde. Vas-y. Attends, je suis tellement d'accord. Avant que j'oublie. Vas-y. Je suis tellement d'accord avec toi parce que c'est un truc où je pense que jusqu'à présent, tu vois, j'ai renversé pas mal de montagnes juste entre mes deux oreilles. Tu comprends? C'est un truc où j'ai trouvé, j'ai rebondi et je suis encore là. Mais ça se cultive. Je sais pas si demain je l'aurai encore en fonction de la situation. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas en train de me dire là maintenant tout de suite, ça y est, c'est acquis et je l'ai pour les 50 prochaines années. Effectivement, peut-être que ce qui commence à rentrer dans mon cheminement, dans ma tête et tout, c'est qu'est-ce qui se passe quand ça s'arrête? Parce que chaque année, que tu le veuilles ou non, je m'en approche. Tu vois ce que je veux dire? Ça se trouve, c'est chaque mois. Et c'est un truc où, qu'est-ce qui se passe quand ça s'arrête? Et est-ce que je vais réussir à avoir, comme tu as dit, Ricky, les mêmes mécanismes que j'ai utilisés dans un environnement footballistique, famille, qu'est-ce qui va se passer quand je vais en sortir? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un truc où ça se cultive. C'est pas un truc qui est inné, c'est pas un truc qui s'acquiert, c'est un truc qui s'acquiert et qui se cultive finalement, tu vois, qui s'entretient. Et c'est un truc où, quand même, petite anecdote marrante, le même psychologue du sport, bon, on se parle, on s'entend très bien, mais on fait pas vraiment de one-on-one. Et un jour, il se pose à côté de moi et il me dit, Q, j'ai envie de te dire une chose, j'ai des problèmes à la maison. C'est-à-dire que le psychologue, il se confie à moi. J'ai rigolé. Et dans ma tête, je dis, tu vois. Le psy me fait un psy, hein. C'était récent. Ah, il est extraordinaire, le psy. Il s'est dit, bon, à qui je vais me confier là? Je te jure, le professeur. Westberg, c'est un bon psy, lui. Véridique. Et le gars, c'était pas, tu sais, je me dis pas, il essayait de faire un tour de magie pour me faire parler ou quoi. Le gars, tu vois, tu sentais la petite difficulté, tu vois. Ah, j'ai rigolé. C'est bien. Et c'est ça qui le rendra meilleur psy. Bah, c'est bien ce que tu vois, il s'est appliqué les choses qu'il vous dit, il s'est appliqué à lui-même. C'est ça qui le rend bon. Hop, je vais en parler. Mais c'est ça qui le rend bon. C'est ça qui va faire que Q, demain, il va pouvoir venir se confier à lui et prendre des bons conseils parce que il va montrer qu'au final, je suis comme toi. C'est juste, peut-être que j'ai des connaissances, etc. Et une fois qu'il est vulnérable comme ça, il est bon. En tout cas, messieurs, il a vu la tête de Q, c'est bon, lui là. C'est sûr, là. Il en a là-dedans, lui, là. Comme dirait Ennemi, avec la grosse tête qu'il a, c'est sûr qu'il y a des choses dedans. Oh la vache. Les mecs, buvez de l'eau, franchement. Bien. Saison 2, ça commence. Dis-moi. Il y a un truc que je veux dire aussi, hein. Vas-y. Pour clôturer le tout, là. Ouais. Vous savez, comme nous, on est des grands fans de NBA, grands fans de basket. Ouais. Là, il y a eu les intronisations du Hall of Fame. Putain. Tony Parker, tout ça, Don Wade. Et il y avait Pau Gasol. J'ai écouté son speech. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin? Il dit, bon, merci. Et toi, donc il dit merci à tout le monde, aux Lakers, Grizzlies, tout ça. Et après, il dit merci à mes parents, merci à ma femme, parce que je suis arrivé en fin. Le mec, il est Hall of Fame. Ça veut dire qu'il arrête sa carrière, il sait qu'il va le Hall of Fame. Hall of Fame, c'est, comme il dit, c'est basketball heaven. C'est le Le mec, il dit quoi? Il dit merci parce que dès que j'ai arrêté le basket, j'ai eu des ups et j'ai eu surtout des downs. Et malgré tout, tu m'as toujours soutenu. J'étais pas bien, tu m'as soutenu. Je te remercie beaucoup, ma femme, et même ses parents, ses frères et tout. Enfin, même un mec comme Pau Gasol, qui a joué des Kobe, qui a eu des bagues et tout. Ils ont eu leur moment un peu de faiblesse mentalement. Donc, frère, la santé mentale. c'est pas pour chacun. Messieurs,
Attendez, je réintroduis la roue, ça y est, saison 2, elle est là, salut ma chérie. C'est la roue de BMC, je sais pas si vous la voyez bien, en tout cas, si Décale-la un vous peu, il y a la lumière, décale-la un peu. hein, je te la décale où, vers là? Ouais, c'est Ouais, bon, bon, c'est t'inquiète, de pas toute façon. C'est bon? En tout cas, c'est le principe, vous avez compris le principe. Le principe, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, saison 2, je me suis permis de demander à certains auditeurs quelques questions. D'accord? Et le principe, ce qui va se passer, c'est que la roue, là, elle est un peu vide avec les épisodes qui vont se passer, qui vont avancer sur les réseaux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait un peu de pub pour le ballon main corps et la G86 sur les réseaux. Vous allez pouvoir nous envoyer certaines questions qui vont arriver sur la roue. Et comme ça, après, à la fin de chaque épisode, on tourne la roue comme ça. D'accord? Allez, plus fort, un peu plus fort. Et la question est pour... Attends, c'est qui ça? Ah, en plus, c'est Ricky, c'est pour toi. Et c'est pas triché, c'était vert. Ah, la question est, à part Ranieri, quel entraîneur t'a marqué dans ta carrière? Tu vois, à part Ranieri, parce qu'on sait que Ranieri, bah, c'est bon. C'est pareil, pareil, à part Ranieri, Spalletti. Si je dois en dire un autre, c'est Ah Spalletti. non, il abuse celui que t'as posé la question, frère. Il a mal fait ses devoirs. À part Ranieri et Spalletti, pourquoi? Pourquoi Ranieri Spalletti? À part celui que tu vas donner, à part les deux là. Franchement, il n'y a pas forcément qui m'ont marqué. Tu sais, il y en a un que j'ai beaucoup apprécié. Ouais. En équipe de France, c'était Philippe Bergerot à Ok. Toulon. On a fait un Toulon ensemble. Et franchement, j'ai vraiment kiffé sa vibe. Lui, où Tu t'as sais, été autant- meilleur joueur, meilleur buteur. Non, c'était pas cette année-là. C'était pas avec lui. Hein. C'était pas cette année-là que j'étais meilleur buteur, meilleur joueur. On avait gagné. Mais franchement, super vibe, super mec. Vraiment à la cool. Et j'ai vraiment apprécié sa manière d'être en général. Ouais, c'est On était ensemble 2 semaines, mais c'était bien. un C'était de bien. ses tampons à tous les autres coachs. Hein. C'est tombé. Non, mais franchement, j'ai la vérité, hein, je peux faire le champion, langue de bois. Hein. toi, Guez. Non, je vais pas faire le langue de bois. Franchement, en France, j'ai eu des coachs, on va dire, basiques. Après, j'ai eu des bons coachs. Hein. J'ai eu des Libop, j'ai eu des Alex Dupont aussi à Ajaccio. En Turquie, c'est encore particulier. Vous les connaissez pas, donc c'est particulier. Et puis voilà, quoi. Non, En tranquille. vrai, c'est pareil. Ok, merci. Là, que j'ai tourné la roue entre temps, c'est tombé sur moi. C'est Newcastle ou les Spurs, pourquoi? Bah, j'ai envie de te Ah, répondre. c'est quoi cette question, Je te frère? jure, mais moi, j'ai pris les questions qu'on m'a données. Tu vois, j'ai pas choisi. J'ai dit Question Newcastle ou PMC, là. je vais dire, c'est comme choisir entre mon père et ma mère, je peux pas choisir. Oh, la vieille réponse. Oh. Et c'est vrai, parce que Newcastle m'a donné ma chance. Je suis arrivé sans Newcastle, je suis arrivé à l'essai. Je vais dire Newcastle, non, je peux pas, parce que Mon Newcastle, père et ma mère. Vas-y, là, dis un club, là. Mon père à et ma choisir mère. pourquoi, mais t'es un fou. Newcastle, si j'arrive pas là-bas, je peux pas, je suis pas connu en première ligue. Et avec les Spurs, je vais en quart de finale Ligue des Champions et je marque le premier but. Tu veux que je te dise quoi? Je peux pas choisir. Je te dis la vérité, je peux pas choisir. Je peux pas choisir entre les deux. Ah, moi, franchement, moi, je dirais Newcastle. Mais toi, je m'en fous de ce que toi tu dis. Il a dit Pierre. Toi, Mais il a dit, On pose des questions. On répond aux ouais, on questions. pose une question. Pourquoi? Je te réponds ce que moi je réponds. Il vient, il met sa bouche dans mes affaires. C'est un fou. Tu réponds pas aux questions. Je réponds pas aux questions. Il y a Ah, quoi? attendez la question. Q, je vais te tourner parce j'ai vu, il y avait une question pour toi. Quels sont les atouts qu'un gardien acquiert avec l'âge à partir de 30 ans? Ça, c'est intéressant. Ouais, il y a tellement Ça veut dire la personne qui a posé la question avant, elle est éclatée. Au sol, frère. Je sais pas qui, mais si tu te reconnais, step up your game, mon gars. C'est comme Ranieri, Spalletti, frère. Vas-y, arrête, c'est bon, frère. Regarde sur YouTube Today's Football, va voir mes documentaires, mon gars. Il est chaud. Posez des questions, les gars. Posez des vraies questions. La retraite, j'aime ça. Vas-y. Mais attends, on parle de santé mentale, on parle de terrible. Le mec, il parle de gossip, frère. Il nous parle de Spalletti, frère. Montez les questions, les questions. En bref. Il est chaud. Vas-y. L'actu, elle est bien. C'est l'actu, elle est bien. Oui, ok, Ouais, d'accord. c'est arrivé un moment, normalement, tu as assez vécu pour comprendre et encore mieux comprendre ton environnement. Et ça veut dire qu'au-delà, je pense qu'à partir de 30 ans, tu deviens plus juste gardien de but de l'équipe. Tu deviens gardien et en même temps un pilier, tu vois. Pas le pilier, tu vois, mais un pilier dans le sens où, à un moment donné, il faut que tu prennes vraiment tes responsabilités et que tu aies une influence sur le jeu.
parce que tu en as vu beaucoup, parce que j'espère qu'avec le temps, tu as traversé quand même quelques vestiaires, quelques personnalités, et que du coup, tu peux amener, au-delà de tes qualités de gardien de but, tu peux amener beaucoup plus, tu vois. Parce que je pense que pendant trop longtemps, le rôle du gardien, il a été réduit à, bah voilà, tu sais, tu es sur ta ligne et tu fais les arrêts. Maintenant, et dans le foot moderne, le rôle du gardien, il est tactique, il est technique, il est physique, il est... Franchement, le répertoire, maintenant, il s'est super élargi et moi, je kiffe. Donc, ouais, franchement, à partir de 30 ans, tu comprends mieux ton environnement et tu peux être beaucoup plus impactant. Voilà. Merci pour une première, messieurs. Franchement, man of the match. Hein. Ricky, franchement, tu as commencé doucement, mais là, tu m'as régalé. Non, tu m'as... Non, merci à toi, c'était vraiment intéressant le thème. Non, tu m'as régalé et j'ai pas... En fait, j'ai même saison 2, je crois, j'ai même pu demander vous faites quoi ce week-end. Parce que toi et moi, vas-y, on va dire, on va aller commenter des trucs, on sera on a plus de week-end. On a plus de week-end, il y a pas d'actualité. Son stage chez l'antiquaire de Tanger lui a fait du bien. Mais de fou. Mais Q, toi, ce week-end, ça dit quoi? Je te demande qu'à toi. On va à Seattle. Seattle. Voyage tempête du désert, 5 heures d'avion, 3 heures de décalage horaire. Match à 7h30 heure locale, mais du coup 10h30 pour ton organisme, tu vois. Donc on voyage quand même 2 jours avant. Ouais. C'est les bons côtés de la MLS. Bon, après Seattle, moi, c'est grave des mauvais souvenirs. Mon premier match en MLS, on a joué là-bas, perdu. Et finale MLS en 2019, perdu aussi. Donc, c'est pas le stade jamais 203, on va conjurer le sort, frère. Tu vas conjurer le sort. Enfin, Brad Guzan ou toi? Non, pas moi. Toujours Brad, ouais. Bon, Brad Guzan, il va en prendre 4. Mais vous allez gagner 5-4. Dans tous les cas, c'est pas grave. Dans tous les cas, non, en tout cas, merci, hein, les frères. Non, c'était cool. T'as dit quoi? T'allais dire quoi, frère Indice? Question à Q, mais non, c'est pas relevant. C'est J'allais demander si ça va. Il est arrivé, ça va? T'as dit, c'est pas relevant. Pourquoi tu la poses? Ton ex-coéquipier, non, il est pas encore là. Tu sais que c'est original aussi, ça. Petite anecdote. On a 4 joueurs qui ont signé. Un Français, un Portugais, un Sénégalais et un Géorgien. Le Français et le Portugais, en une semaine, c'était réglé, les visas, machin. Oh, le Sénégalais et le Géorgien, pour avoir un visa aux États-Unis, je sais pas ce qui se passe, on les a pas vus, on sait pas où ils sont. Bon chance. C'est ça, je vois sa story à Saba, il est en train de travailler, je sais pas où, là, la salle, tout ça, là. C'est ça, même les kinés, quand ils commencent à parler de la story, ils disent il est en Jordan, pieds nus, maillot de basket. Ah ouais. Franchement, c'est un top joueur. Top joueur. On va bien l'acquérir, en plus, si c'est un ami de Ricky, c'est... Ouais, tout le monde aime Ricky, tout le monde est ami de Ricky dans tous les cas. Fais-lui ça si tu vois, tu dis, Ricky il a dit ça. Il a dit, tu dis, Ricky, say you want to see this. Tu vas dire, ok, tu vas comprendre. D'accord. Okay. Le message est passé et dans tous les cas, merci à vous tous, merci à tous ceux, suivez la Génération 86 et BMC sur les réseaux s'il vous plaît. N'oubliez pas la boîte à questions, elle va arriver pour vous parce que là il y avait des questions d'après Ricky qui étaient éclatées, donc élevez le niveau dans tous les cas et comme disait notre humble serviteur, entraîneur des gardiens, Monsieur Raviot, franchement Monsieur Raviot, parce qu'à la base ballon main corps, ça vient de lui, et au Monsieur Fati. C'est l'heure, d'accord? C'est l'heure. Entre-temps, basket par cas, allez hop, vous tournez. Merci à tous. C'était la Génération 86 via BMC, parce qu'on est quand même la Génération 86. Ballon main corps, à la semaine prochaine. Beaucoup d'amour. On est ensemble. One love.